bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle conférence de l'Université populaire européenne de Grenoble, qu'on appelle l'UPEG, que vous connaissez bien. L'Europe du numérique, une troisième voie VOIE et VOIX, un petit jeu de mots technologique. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, l'UPEG est une association d'éducation populaire sur les sujets européens qui fonctionne depuis 17 ans déjà. Nous y avons réalisé de nombreuses conférences en lien avec l'actualité. Et sur notre site, nous proposons aussi des mini-cours en vidéo, des notes de lecture, des notes d'actualité ou des interviews de personnalités. N'hésitez pas à consulter ce site, upeg.eu, et à écouter nos émissions hebdomadaires de radio sur RCF IDER, qui s'écoute aussi en podcast et qui s'intitule « Le quart d'heure européen ». Pour traiter cette vaste question donc, de l'Europe du numérique, une troisième voie technologique, à mes côtés, Henri Oberdorf, directeur honoraire de l'Institut d'études politiques de Grenoble, professeur émérite de droit public et président fondateur de l'UPEG, et en distanciel, comme on dit aujourd'hui, Pauline Turc, professeure des universités en droit public à Nice, très investie sur ces sujets du numérique, qui était déjà intervenue à l'UPEG à distance le 20 mai 2021 sur l'Europe, une puissance numérique avec un point d'interrogation, et qui a publié un ouvrage sur la question de la souveraineté numérique en 2017, en organisant un colloque en 2021 sur les droits et les libertés numériques, dont les travaux, je crois, vont bientôt faire l'objet d'une publication. Et Thibaut Kleiner, directeur de Policy Strategy and Outreach, j'espère que je le prononce bien, à l'ADG du CNECT, je vous laisserai le soin de développer ce que c'est, de la Commission européenne. Et je donne tout de suite la parole à Henri Oberdorf, puis à Pauline Turc et à Thibaut Kleiner, avant le jeu des traditionnelles questions-réponses. Henri. Merci Philippe. Alors, le sujet que nous devons aborder, effectivement, l'Europe du numérique, avec les différentes voies possibles, est essentiel, mais il est très complexe, il a beaucoup de facettes, et je vais essayer, pour ma part, de traiter surtout ce qui concerne la citoyenneté numérique en Europe et les conséquences du numérique pour les citoyens européens. L'UPEG, tu l'as rappelé, avait déjà organisé quelque chose avec Pauline Turc sur l'Europe, une puissance numérique, et c'est un élément important. Quand on regarde, les Européens sont les plus grands utilisateurs du numérique, quand on regarde précisément cela. Si on regarde les statistiques sur cette question, bien évidemment, si on voit la grande Europe, c'est-à-dire y compris, bien évidemment, la Fédération de Russie, c'est 750 millions d'utilisateurs du numérique. Et c'est à peu près 79 millions d'utilisateurs en Allemagne et c'est 60 millions d'utilisateurs en France. Si on regarde, pour les États-Unis, c'est 297 millions d'utilisateurs. Donc, on voit des éléments intéressants à observer. Le numérique est indispensable dans l'Union européenne pour permettre aux institutions européennes de dialoguer avec les 27 États membres, avec les 450 millions de citoyens européens. Et le numérique est dans notre vie quotidienne. D'ailleurs, on est à distance et c'est le numérique qui facilite cela. Alors, c'est vrai que ces derniers temps, l'intelligence artificielle est devenue une sorte de nouveau débat de société en France avec l'émergence accélérée de ChatGPT. Alors, je voulais simplement vous confirmer que mon propos n'a pas été fabriqué par l'intelligence artificielle, mais par ma modeste intelligence sur ces sujets. Alors, on est de plus en plus interrogé sur l'ambivalence du numérique. C'est un débat de société important. Et la question est de savoir, plus particulièrement, est-ce que, au fond, ce numérique respecte les valeurs essentielles de notre monde dans cet usage, en quelque sorte, du numérique. Ce qui veut dire qu'il faut être vigilant, y compris dans le monde numérique, pour que les citoyens européens aient toujours leurs droits et leurs libertés fondamentales, et bien sûr. Alors, moi, il me semble qu'il y a d'un côté, d'abord, l'ambivalence des usages, et cette ambivalence est vraiment une réalité fondamentale. Nos libertés sont très multipliées grâce au numérique. On ne le mesure pas forcément et les jeunes générations ne le mesurent pas parce qu'elles n'ont connu que le numérique. Par conséquent, elles ne mesurent pas comment ça se passait avant. De nombreuses libertés sont augmentées aujourd'hui. La liberté de s'informer, bien sûr, la liberté de se documenter. Pour connaître l'Union européenne, il suffit d'aller sur les sites
des institutions européennes pour connaître les institutions, connaître le droit, connaître les politiques. Si l'on veut connaître la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, il faut se brancher sur le site internet de la Cour de justice de l'Union européenne et on a toutes les informations. La liberté de communication individuelle aussi et collective est très amplifiée. Le citoyen européen peut communiquer dans sa langue avec les institutions européennes. Il soit répondu dans sa langue aussi de la part des institutions européennes, il ne faut pas l'oublier. La crise du Covid a augmenté considérablement l'utilisation du dialogue à distance, comme on le fait aujourd'hui, c'est sûr. La liberté d'expression aussi ne s'est jamais autant concrétisée que grâce au numérique. Cela facilite en quelque sorte pour la Commission européenne les consultations auprès des citoyens européens. Si elle veut savoir ce que pensent les citoyens européens, eh bien, les eurobaromètres sondent les Européens très régulièrement de manière numérique, là encore, bien sûr, pour aller de manière efficace. La démocratie à l'ère numérique est aussi amplifiée incontestablement. Je fais référence à la déclaration de Lisbonne sur ces sujets de la Commission européenne sur la démocratie numérique. Et Internet renforce le pouvoir civil. L'intelligence artificielle, les algorithmes aussi sont très utilisés par les administrations. Un rapport en France du Conseil d'État sur l'intelligence artificielle montre qu'elle est utilisée, cette intelligence, pour la justice, pour l'éducation, pour la santé, pour bien d'autres domaines, elle est très largement utilisée aussi. Pour autant, il y a des risques, et c'est l'ambivalence que je voudrais évoquer. Si on regarde Tim Berners-Lee, qui était à l'origine, en quelque sorte, de cette civilisation, il dit « Ma création révolutionnaire m'a échappé, ses idéaux ont été trahis. On croyait alors s'acheminer vers une société d'échanges amicaux et de partage du pouvoir, mais à l'heure du big data, nous assistons à une véritable casse mondiale de nos vies privées. » C'est l'un des créateurs d'Internet qui dit cela, bien sûr. Le web est devenu un immense magasin en ligne, une gigantesque matrix commerciale où nous évoluons connectés, géolocalisés, recommandés, déchiffrés par des algorithmes, tous nos désirs les plus intimes traqués, flattés, devancés, assouvis. Et c'est là encore le créateur qui évoque cela. Mais si vous observez, les créateurs aussi de l'intelligence artificielle commencent à dire oh, prudence, prudence, prenons encore le temps de voir les conséquences. La cybersociété s'est révélée aussi un système très performant de contrôle social. Tout est alors question de dosage, bien sûr, dans les usages des technologies, bien sûr. La cybersurveillance est aussi très largement utilisée. Et ce qu'on appelle le contrôle social, la reconnaissance faciale. Pendant longtemps, la France a dit « jamais je n'utiliserai la reconnaissance faciale ». Malheureusement, les Jeux olympiques de 2024 arrivent et la reconnaissance faciale va être pratiquée dans toute la région parisienne par rapport aux Jeux olympiques. Et on dit que c'est seulement la Chine qui fait cela, la France le fait aussi en 2024. Le téléphone portable, et c'est formidable. Il est formidable, il permet plein de choses, mais en même temps, c'est un outil de repérage exceptionnel de toutes nos personnes. Les fausses informations, et là je vous renvoie à un certain Trump sur les fausses informations, même un président des États-Unis d'Amérique livrait des fausses informations. C'est tout à fait impressionnant. Il y a aussi, toujours dans cette ambivalence, les non-branchés, ceux qui ne sont pas et qui n'utilisent pas ces outils. S'ils ne sont pas branchés, ils ne peuvent pas répondre à toute une série de questions, y compris les administrations, y compris en matière fiscale, par exemple. Alors, par rapport à tout cela, l'Europe est vigilante face à tous ces défis depuis le début de ces transformations numériques. Un ancien rapport du Sénat français de 2013 avait comme titre « L'Union européenne n'est-elle pas devenue une colonie numérique dans le monde numérique ?» Je dis bien une colonie du monde numérique. C'était un rapport du Sénat français en 2013. En effet, les grands opérateurs de ce monde restent avant tout américains et chinois. Et c'est un élément qu'il ne faut pas négliger. Nous n'avons pas forcément une industrie, et là je serais peut-être contredit par le représentant de la Commission européenne,
Nous n'avons pas une industrie numérique de même dimension que celle des États-Unis ou de la Chine. L'Union européenne est une puissance normative. C'est une puissance normative régulatrice de l'espace numérique. C'est important. Et elle est même crainte, cette Union européenne, par les grands opérateurs mondiaux qui doivent payer des amendes non négligeables prévues, par exemple, par la Cour de justice de l'Union européenne. On a des chiffres en la matière. Les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne sont craints par ces grands opérateurs. Alors, c'est vrai que l'Europe s'en occupe beaucoup. Le Conseil de l'Europe, mais je ne vais pas en parler longtemps parce que le temps presse bien sûr, mais le Conseil de l'Europe s'est largement préoccupé de ces sujets tout de suite, dès 1981, avec une convention pour la protection des personnes dans le domaine du numérique, bien évidemment, et puis d'autres sur la cybercriminalité aussi. C'est le Conseil de l'Europe qui était en la matière. Le texte le plus connu de l'Union européenne, encore est-ce qu'il est vraiment connu? On verra peut-être. Le plus connu de l'Union européenne, c'est le RGPD, et bien sûr le règlement européen relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Et c'est vrai que sur ce registre-là, il prévoit le droit à l'effacement, le droit à l'oubli, le droit à la portabilité des données, c'est un élément important, le droit d'opposition. L'une des priorités de la Commission européenne, c'est l'Europe adaptée à l'ère numérique. Et je ne vais pas décliner tous les règlements européens qui ont été adoptés très récemment. C'est le TSA, le DMA, le DGA et le DA. Mais on aura des précisions, bien sûr, par le représentant de la Commission européenne. La Cour de justice de l'Union européenne a pris beaucoup d'arrêts sur ces sujets. Alors, le juriste que je suis, passionné par cela, mais je ne vais pas vous ennuyer avec toute cette jurisprudence très importante, Digital Rights Irlande, Maximilian Schrems, enfin bien d'autres arrêts de la Cour sur ces sujets. Il y a aussi, et je crois que c'est un élément important, une déclaration européenne sur les droits et les principes pour la décennie numérique du 23 janvier 2023. Déclaration européenne sur les droits et les principes de la décennie numérique. C'est tout à fait important quand on regarde les chapitres de cette déclaration, est passionnante. C'est une déclaration, elle n'a pas de force obligatoire, mais elle pose en quelque sorte tous les sujets qui sont importants en la matière. Si on regarde les chapitres, solidarité et inclusion, connectivité, éducation et formation au numérique, conditions de travail justes et équitables dans le monde numérique, services publics numériques en ligne, interaction avec les algorithmes et les systèmes d'intelligence artificielle, environnement numérique et bien d'autres sujets, droit à la vie privée dans le monde numérique. Cette déclaration, c'est une étape très importante, vraiment très importante pour, en quelque sorte, réguler tout ce domaine, en quelque sorte. Les citoyens sont bien au cœur de la transformation du numérique. La Commission européenne, le Parlement et les autres institutions sont très investis en la matière. Et donc, le numérique doit continuer à respecter les valeurs européennes. On ne peut pas, par le numérique, faire, en quelque sorte, laisser de côté les valeurs européennes essentielles, bien évidemment, la protection des données, le droit à la vie privée, la non-discrimination, la protection des consommateurs, la neutralité technologique, il y a beaucoup de l'Internet notamment. Alors, l'Union européenne, incontestablement, est un rôle de régulation de l'espace numérique en Europe, c'est essentiel. Alors bien sûr, on peut toujours s'interroger, les juristes s'interrogent, même eux s'interrogent en matière de sociologie sur ce registre-là, c'est s'interroger sur l'efficacité de la régulation. Une régulation, c'est des textes. C'est des textes, c'est des règlements, c'est des directives. Les règlements doivent être appliqués par les États membres, dans le droit des États membres. Bien évidemment, on suppose que la France applique tout. En matière de directives notamment, la France prend beaucoup de temps pour transformer, pour intégrer en quelque sorte les directives dans le droit interne. Mais c'est vraiment tout à fait important. Est-ce que c'est vraiment appliqué? Est-ce que c'est vraiment intégré, respecté? C'est tout notre débat. J'étais peut-être un peu... Merci, pas du tout. Madame Turc, la transition est toute trouvée. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Oui. Très bien. Alors, je vous remercie beaucoup déjà de m'avoir invité à participer à nouveau à des échanges
avec évidemment, alors je ne vous vois pas, hein, mais avec le public qui est habitué à ces conférences de l'Université populaire européenne de Grenoble. Je regrette vraiment de ne pas pouvoir faire le déplacement cette fois-ci. J'en suis désolée, mais j'espère que nos échanges néanmoins pourront se dérouler sans difficulté technique. Alors, pour en venir au sujet, alors on m'a donné une vingtaine de minutes hein, de parole, j'essaierai de m'y tenir. L'intitulé d'aujourd'hui, pour ne pas revenir sur des choses qu'on a déjà vues donc, dans de précédentes éditions, c'est très précisément l'Europe du numérique, une troisième voie avec un E ou avec un X, une troisième voie technologique, une troisième voie. Alors, de quelle troisième voie s'agit-il? Qu'est-ce que vous aviez en tête à ce sujet? Alors, deux aspects hein, me sont apparus. D'abord, un premier aspect qui touche finalement à un positionnement de l'Europe au sens large, l'Union européenne plus précisément, entre deux autres voies finalement, que serait la première. Alors, on pense évidemment aux États-Unis et au libéralisme qui caractérise la conception de l'espace numérique qui préside à son développement, les libertariens qui sont au fondement de la création du réseau, et puis ce libéralisme qui finalement conduit à laisser faire les forces du marché, à laisser le réseau, à laisser le monde des entreprises, de l'innovation, donner vie en quelque sorte à cet espace numérique. Et puis en face, une autre voie qui s'est dessinée, celle qui est portée par la Chine, par exemple, qui est un concurrent sérieux, et d'autres pays autoritaires qui, eux, vont être au contraire adeptes d'une réglementation stricte, d'une volonté des États de réaffirmer leur contrôle, leur autorité sur cet espace numérique, avec des censures, des coupures, des fermetures, des firewalls et autres mécanismes visant au contraire à segmenter et à contrôler cet espace. Alors, entre ces deux voies, l'Union européenne, l'Europe en général, doit trouver sa propre voie en matière de politique, de numérique, de conception de ce qu'est l'espace numérique. Et je crois que la voie qui se dessine, c'est celle qu'a évoquée Henri Oberdorf autour des notions de régulation, de gouvernance des données qui se veut équilibrée. C'est un premier aspect sur lequel on reviendra. Le deuxième aspect qui m'apparaît, c'est un aspect qui touche davantage aux aspects industriels et technologiques. Les États-Unis, pour reprendre notre première voie, les États-Unis, ce sont les GAFAM. Google, Amazon, Facebook, bon, on les connaît, Microsoft, etc. On les connaît, ils sont très identifiés, ils dominent hein, de façon incontestable le marché. Et en face, eh bien, une autre voie s'est dessinée, celle des plateformes chinoises notamment, les plateformes asiatiques de façon plus générale, mais aussi les Russes ou les Indiens qui sont parvenus à affirmer aussi une forme d'autorité, de domination sur certains segments. Baidu, Alibaba, Yandex, les BATX asiatiques existent eux aussi en face. Alors là encore, entre ces deux voies, où est la voie européenne? Quelle serait la troisième voie européenne? Quel moteur de recherche en Europe? Quelle puissance industrielle? C'est un deuxième aspect bien différent du premier, on le comprend. Alors, quand on parle de troisième voie, qu'il s'agisse d'une voie avec un X ou d'une voie avec un E, on pense au terrain juridique, on pense au terrain économique, on pense au terrain industriel. On songe aussi aux notions sur lesquelles je ne reviendrai pas aujourd'hui, mais de souveraineté numérique, c'est-à-dire finalement face aux États et à leur puissance publique traditionnelle et classique, quels sont les nouveaux pouvoirs qui viennent se confronter, qui viennent concurrencer aussi ces puissances. Une confrontation de différentes puissances qui est porteuse là aussi de lourds enjeux. Alors pour en revenir à cette idée de troisième voie européenne, que je viens un peu d'introduire, je voudrais, pour envisager cette troisième voie et après avoir vu deux aspects, proposer 4 points de vue. 4 voies médianes dans lesquelles l'Europe semble engagée, que j'essaierai de ne pas trop développer, bien sûr, pour laisser voilà, le temps de l'échange et surtout à M. Kleiner de s'exprimer, d'autant qu'il connaît sans doute bien mieux que moi certains aspects de ce dont je vais parler. Premier point de vue que je voulais proposer dans cet échange, c'est d'abord la question de la protection des données. Alors, la troisième voie européenne en la matière, quelle est-elle? L'une des voies, c'est la marchandisation des données. C'est l'approche, on va dire, américaine. Et puis, l'autre voie, ce serait la logique d'une entrave, d'obstacle, une fermeture. Et nous, en Europe, nous cherchons plutôt à privilégier une voie médiane. C'est-à-dire ni marchandisation des données, ni exploitation des données conçues comme une valeur qui se donne, qui s'échange, qui s'achète plutôt, qui se valorise économiquement. Et en revanche, ni entrave excessive à leur circulation, à leur exploitation.
parce que d'abord, l'Union européenne ne permet pas les entraves à la circulation, y compris des données, ce qui pose d'ailleurs un certain nombre de questionnements en matière de conservation de données et de logique nationale sur ces questions, mais également parce que l'exploitation des données, c'est la promesse de la fourniture de nouveaux services tout à fait innovants et performants dont il ne s'agit pas de priver non plus les utilisateurs. Donc il faut là-dessus, en matière de données et de leur utilisation, trouver une voie médiane. Et la voie choisie par l'Europe, ça a été évoqué par Henri Oberdorf, c'est la protection des données, c'est la régulation pour protéger l'individu, pour le protéger dans son autodétermination informationnelle ou plutôt dans sa capacité à maîtriser l'usage, l'utilisation, dans une certaine mesure, qui est faite des données. Alors, face à la collecte, à l'exploitation, à la marchandisation des données, qui est la tendance naturelle des GAFAM si on ne les empêche pas, eh bien, il convient de penser une législation bouclier qui serait protectrice de droits et surtout d'une conception européenne qui est assez spécifique et qui est assez exigeante de la vie privée. La troisième voie européenne en la matière, c'est donc une conception de la donnée personnelle qui se rattache à la dignité, à la vie privée de la personne, là où aux États-Unis, par exemple, on considère comme une marchandise cette donnée qui peut être commercialisée. En la matière, donc, on connaît le rôle de la Cour de justice de l'Union européenne, très important, qu'a rappelé Henri Oberdorf, soit qu'elle consacre des droits à l'oubli ou plutôt au déréférencement, soit qu'elle vienne sanctionner régulièrement les dispositifs qui seraient insuffisamment protecteurs et qui conduiraient à mettre en péril, en quelque sorte, nos valeurs européennes sur ces questions. On l'a dit tout à l'heure, la Cour de justice a été amenée à invalider successivement des accords internationaux qui avaient été conclus par l'Union européenne avec les États-Unis, parce que ces accords ne garantissaient pas un niveau suffisant de protection des données des utilisateurs européens au regard du risque de transfert et d'utilisation d'exploitation par les multinationales américaines. Ce sont les arrêts Schrems 1 et 2, c'est l'invalidation du Safe Harbor ou du Privacy Shield, pour ceux qui connaissent cette jurisprudence. Alors, privilégier l'approche européenne en matière de données, c'est aussi tout de même protéger nos intérêts fondamentaux. Ce n'est pas que une problématique de juristes qui souhaitent réglementer pour réglementer, c'est aussi protéger nos intérêts fondamentaux. Et surtout, je le rappelle, après des révélations relatives à des réalités, l'espionnage généralisé, à des fins économiques, politiques, industrielles et même militaires, révélations qui ont été faites à la suite de l'affaire Snowden, dont vous avez tous entendu parler en 2013, ou l'affaire Cambridge Analytica en 2018, ces fuites de données, cet espionnage, et puis plus récemment encore, et malheureusement les médias s'en font l'écho régulièrement, ces acteurs malveillants désormais, qui lancent des attaques sur des logiciels, les rançongiciels, sur les hôpitaux, sur les industries stratégiques, et là on a pris conscience aussi des failles de la protection des données et de nos systèmes qui nécessitent une réaction européenne, qui est cette troisième voie. Donc. Le RGPD a été évoqué, un texte absolument fondamental en 2018 qui est venu affirmer, promouvoir un certain nombre de principes et de droits et libertés en matière de protection des données, droit au consentement, rectification, droit d'accès. Bon, je n'y reviens pas, c'est assez connu, mais d'autres textes, le RGPD, c'est l'arbre qui cache la forêt. Si on se réfère au Data Governance Act qui a été adopté en 2022, à des projets de directives sur les données ouvertes, le Digital Market Act et le Digital Services Act, entrés en vigueur en 2023, on en reparlera sans doute, le premier ayant pour objectif de limiter finalement l'avantage, la domination sur le marché de quelques grands acteurs, et le second visant à protéger des contenus indésirables, les échanges d'informations sur les plateformes, pour le dire vite. Et puis, citons enfin l'EA Act, l'intelligence artificielle est évidemment un enjeu majeur qu'il faut prendre en compte. Et donc, en mai 2023, il y a quelques jours, le Parlement européen est venu entériner la proposition en la matière de régulation de l'intelligence artificielle qui avait été faite par la Commission européenne. Je n'en dirai rien de plus puisque M. Kleiner sans doute pourra nous en parler, mais il s'agit quand même d'une politique pionnière au niveau mondial, parce qu'il s'agit de réguler juridiquement les développements de l'intelligence artificielle, nous protéger des dangers, mais en accompagnant l'innovation technologique et sans la brider. On sent bien cette position médiane que doit trouver l'Europe. Cette proposition, elle repose sur des différents niveaux de protection selon le danger représenté par les différentes applications d'IA. Je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, un moratoire signé par un millier d'acteurs majeurs de l'IA est venu quand même tirer la sonnette d'alarme, et même Elon Musk lui-même, alors
On sait dans quelles conditions ces prises de position ont été un petit peu critiquées, puisque par ailleurs, il est un des gros développeurs de l'IA, mais il n'empêche qu'il y a quand même une inquiétude qui se manifeste, y compris par ceux qui savent, qui développent ces technologies et qui le connaissent de près. Alors, cette troisième voie, pour en terminer sur ce premier point qui était peut-être le plus long, c'est finalement cette aspiration de l'Europe à réguler et à trouver un équilibre entre la protection des libertés, préservation des libertés, qui est évidemment un enjeu fondamental, mais en la conciliant, cette liberté, ce principe de liberté, avec la protection des utilisateurs et notamment des consommateurs européens. Cette promotion des valeurs européennes, je n'y reviens pas, elle figure dans la Déclaration européenne sur les droits et principes numériques, signée en décembre 2022. Je ne reviens pas sur le contenu parce que Henri Oberdorf l'a bien développé. Je signalerai simplement qu'il ne s'agit pas seulement d'obtenir des effets sur le continent européen, parce que vous connaissez l'expression Bruxelles Effect, c'est-à-dire cette idée selon laquelle finalement ce que l'Europe parvient à obtenir pour ses consommateurs a tendance à infuser finalement à l'échelle mondiale. Parce que tout simplement, compte tenu du poids des consommateurs européens, les multinationales, les développeurs, etc., sont amenés nécessairement à finalement adapter leurs offres, leurs fournitures de services, etc., à l'exigence européenne et à standardiser, en quelque sorte, à homogénéiser. Ils ne vont pas proposer un service spécifiquement pour les Européens et un service pour le reste du monde. Donc, il y a cette logique, finalement, par les mécanismes de marché, de mondialisation de cette conception qu'a l'Union européenne de ce que doit être la régulation. Ça, c'est un premier aspect, c'est la question de la protection des données. Alors, je voudrais évoquer une troisième voie européenne maintenant, du point de vue des libertés qui sont au fondement de la démocratie, notamment de la liberté d'expression. Alors, les Européens sont très soucieux, bien sûr, de protéger leur démocratie parce que, quelque part, ils l'ont aussi un peu inventée. C'est sans doute une préoccupation moindre en Russie ou en Chine, il faut bien le reconnaître. Et notamment, la liberté d'expression, la liberté d'opinion, le respect du pluralisme sont des enjeux majeurs. Sont en jeu le fait de ne pas se faire imposer une conception de la liberté d'expression qui n'est pas la nôtre. Je me réfère ici vous connaissez la problématique, à la façon de savoir qui décide ce qu'on a le droit de dire ou de ne pas dire, d'exprimer ou de ne pas exprimer, de montrer ou de ne pas montrer. Est-ce que c'est à l'Oversight Board, le conseil de surveillance de Meta, de Facebook, de dire ce qui est exprimable ou non exprimable? Est-ce que c'est... On connaît à propos du rachat de Twitter par Elon Musk cette problématique de savoir si, oui ou non, Donald Trump a le droit d'avoir un compte est-ce qu'il faut le laisser ou non prononcer des discours, prendre des positions ou exprimer des idées qui en fait sont erronées ou sont volontairement même à l'origine de campagnes de désinformation. Et en même temps, évidemment, entre le Twitter américain et sa conception de ce que doit être la liberté d'expression et le TikTok chinois, il y a peu d'espace pour les Européens, il n'y a pas de réseau social européen, alors on se retrouve à devoir trouver encore une troisième voie dans des conditions qui ne sont pas si simples. Sont en jeu quand même le fait de se faire ou pas imposer, donc on l'a dit, une certaine conception de la liberté d'expression, mais aussi la protection de nos démocraties qui sont en danger, manipulation de l'opinion publique, l'effet des algorithmes et des fameuses bulles de filtre, vous connaissez tous, je le rappelle pour ceux éventuellement qui n'en auraient pas entendu parler, c'est le fait que vous receviez constamment, par l'effet des algorithmes qui ne vous envoient que les contenus que vous êtes censé apprécier, des informations qui corroborent, qui confirment vos présupposés, vos partis pris ou vos opinions déjà formées, ce qui évidemment réduit considérablement l'intérêt du débat démocratique, et ce qui est dangereux aussi. La désinformation, les fake news, les deepfakes, etc. Vous avez peut-être vu aussi passer ces images plus vraies que nature, reconstruites avec l'intelligence artificielle a fortiori. Et puis, ces déferlements de haine sur Internet, ces harcèlements, etc. Tout ça, c'est un véritable danger. On a vu des déstabilisations de régimes politiques à cause de ces réseaux numériques, à cause de ces effets délétères. La France avait déjà pris des mesures, on le sait, loi sur la désinformation en période électorale, loi contre la haine en ligne, qui avait été vidée de sa substance, mais il y a eu des réactions nationales, en Allemagne également et dans d'autres nombreux pays européens.
Il n'empêche qu'à l'échelle européenne, là aussi, il fallait trouver une voie, la troisième voie entre la Chine et les États-Unis, pour le dire vite, entre la censure et la liberté complète. L'approche américaine, je caricature, je m'en excuse, c'est cette idée de liberté d'expression qui est au cœur finalement de la construction même de la République américaine, et c'est cette théorie aussi du libre marché des idées. C'est un peu la conception d'Elon Musk, là encore je caricature, c'est de dire finalement toutes les expressions, même erronées, même malveillantes, même de désinformation, doivent s'exprimer, et puis finalement le tri se fera naturellement. Toutes les opinions doivent être entendues. Et la vérité, c'est peut-être la vérité, quelque part, elle ressortira de la confrontation de l'ensemble de ce déversement d'expression. Et puis en face, on l'a compris, eh bien, d'autres États, d'autres continents peut-être vont plutôt défendre une logique de censure, d'autoritarisme sur ce qui peut être exprimé ou non, et on a tous évidemment des États en tête à ce sujet. Alors la position européenne me semble être une voie là encore médiane, régulation des contenus, oui, mais pas de censure. L'idée, c'est de trouver un moyen de responsabiliser les auteurs et de responsabiliser aussi ceux qui portent ou qui donnent de la résonance à ces contenus lorsqu'ils sont indésirables. C'est le sens, c'est l'un des sens de ce fameux Digital Services Act qui est entré en vigueur en 2023 et qui vise la responsabilité. Qui modifie un peu le régime de responsabilité des plateformes numériques, qui gardent une responsabilité limitée, mais qui tout de même leur impose un certain nombre d'obligations ou en tout cas de mesures d'accompagnement. J'en termine avec ce deuxième aspect, la question des libertés au fondement du pacte démocratique, d'une certaine façon, et de la liberté d'expression, en ajoutant quand même un point qui concerne les principes et les valeurs européennes en matière de droits et libertés. Ça a été évoqué par Henri Oberdorf, le principe de neutralité, par exemple. Eh bien, en Europe, on y a quand même un attachement particulier, là où aux États-Unis, on sait qu'il est remis en cause. La même façon, la diversité linguistique, la diversité culturelle, elle est très protégée. En tout cas, on y est très sensible pour des raisons que l'on connaît bien entre les 27 États membres, y compris linguistiques. Et ça aussi, c'est un des principes que va promouvoir l'Union européenne, et ce, à l'échelle mondiale. Tout ne doit pas être fait en anglais parce que tous les logiciels sont conçus à la base pour l'anglais, par et pour l'anglais. Je pense à un projet de bibliothèque numérique européenne, Europeana, qui avait été lancé avec le succès relatif que l'on connaît, mais qui visait à valoriser le patrimoine culturel de toute l'Europe par la mise en ligne de collections numériques des différents États membres. Troisième aspect, le plan industriel. Le point de vue de l'industrie. Sur ce terrain-là, la troisième voie, ce serait ni renonciation, ni concurrence, mais réaffirmation des acteurs européens. Ni renonciation, c'est-à-dire on cesse de considérer que de toute façon on est perdant, on n'arrivera pas à mettre en place des champions, etc., etc. Ni concurrence, on est quand même conscient du fait que demain on ne va pas inventer un Amazon européen, malheureusement, ou un Google. Mais néanmoins, il y a une logique médiane de réaffirmation. Alors, il y a des difficultés. Ces difficultés, elles tiennent aux disparités à l'intérieur de l'Europe. Disparités économiques, sociales, d'infrastructures entre les États membres, qui n'ont pas les mêmes équipements et qui n'ont pas les mêmes priorités d'ailleurs. Les pratiques aussi de dumping fiscal, qui ne sont pas favorisantes, évidemment, pour une voie unique portée par l'ensemble des États. Je pense, on le sait, les entreprises qui jouent du caractère dématérialisé des services numériques fournis pour choisir celui des États, pour ne pas le citer l'Irlande, où ils vont pouvoir s'installer pour bénéficier d'un taux d'imposition faible et compliquer évidemment un certain nombre de mesures à prendre à l'échelle européenne. Les politiques industrielles de l'Union, qui étaient en retard. Et puis, le poids des GAFAM qui ont pris une part grandissante dans l'économie mondiale, qui réalisent des profits sur le territoire des États sans verser leur quote-part d'imposition, avec une grosse inégalité, avec les jeunes pousses, les entreprises européennes notamment, qui pourraient vouloir fournir des services et qui n'ont pas les moyens, bien sûr, de concurrencer ces géants. Alors, c'est l'idée aussi du projet de taxe GAFA, française puis européenne, je n'y insiste pas, mais plutôt que de vouloir taxer les profits des géants, peut-être faudrait-il mieux essayer de promouvoir nos propres entreprises performantes. Les États-Unis ont créé Google, la Chine a créé Baidu, la Russie a créé Yandex. Quelle est
quelle est la réalisation européenne peut-être correspondante. Alors, l'Union européenne doit être capable de développer une politique industrielle et technologique lui permettant de proposer aussi des logiciels, des infrastructures. Alors, on pourrait citer Quant, on pourrait citer OVH Cloud, si on voulait être un petit peu chauvin. Je préfère insister sur quelques initiatives à l'échelle européenne pour soutenir le développement technologique et industriel européen. On pourrait évoquer le développement, par exemple, de la 5G, les progrès en matière d'intelligence artificielle sur lesquels l'Europe se pose quand même de façon relativement dynamique. On peut évoquer aussi le plan boussole numérique de la Commission qui a présenté de grands objectifs très ambitieux d'ici à 2030 en matière de formation et de compétences numériques des Européens, d'infrastructures, de politique en matière de semi-conducteurs, d'accessibilité des matières premières qui sont critiques ou de numérisation des services publics. Bon, mais je n'y insiste pas parce que M. Kleiner interviendra, je ne veux pas être trop longue. La création de champions européens est également très importante. La politique d'investissement au soutien des licornes européennes. Ces licornes, ce sont ces startups, ces entreprises innovantes qui sont valorisées à hauteur d'1 milliard de dollars, Doctolib, Blablacar, Backmarket, qui sortent du lot et qui doivent être poussées. Et on pense à la création de fonds européens d'investissement pour pousser cette trentaine de licornes européennes, des tech funds qui permettent de les aider dans leur prise d'essor. Puisque la grosse difficulté, c'est que les licornes, généralement, étaient rachetées avant d'avoir le temps de prendre leur essor. Alors, en la matière, évidemment, intervient le Digital Market Act, l'entrée en vigueur là aussi en 2023, et qui s'attaque très directement à cette politique, cette problématique concurrentielle ou de domination du marché par quelques géants, avec notamment les très grandes plateformes en ligne qui vont devoir s'ouvrir à la concurrence et remettre en question certaines pratiques un peu déloyales, mais je n'y insiste pas faute de temps. Je citerai simplement encore, en matière de cloud, les initiatives de cloud européens telles Gaia-X, puisque la question du cloud, je n'ai pas le temps de le développer, on y reviendra peut-être, c'est quand même quelque chose de majeur, aussi bien pour les sites sécurisés que pour nos archives publiques, de savoir où sont stockées les données. Et en la matière, les labels qui se sont développés ces dernières années, ce projet de cloud européen qui a été rejoint par 200 entreprises européennes, semblait évidemment extrêmement intéressant. J'en termine par le quatrième aspect, très rapidement, en 1 minute, le plan de l'aspect de la stratégie finalement de souveraineté face aux GAFAM. Je dirais simplement, et c'est une forme de conclusion, qu'on s'est souvent positionné en termes de confrontation. Les États confrontés dans l'affrontement face aux GAFAM, l'Union européenne revendiquant une souveraineté numérique, alors qui fait encore plus évidemment débat que lorsqu'on parle de la souveraineté numérique des États, puisque l'Union européenne n'étant pas souveraine, peut-elle être souveraine sur le plan numérique, mais bon, laissons cela. L'autre option, c'était la soumission. Se soumettre, subir, ou bien se confronter. Eh bien, là encore, entre deux voies, on a choisi une voie médiane, une troisième voie qui est peut-être celle de la coopération intelligente avec les plateformes. C'est ce que je veux dire, on ne pourra pas faire sans les plateformes. On n'a pas les moyens de toute façon, on l'a vu dans la gestion de la campagne Covid. On a eu besoin de Doctolib qui avait besoin d'applications américaines. On l'a vu quand on a mis en place les applications de contact tracing, tous anti-Covid. Bon, il faut trouver des logiques de complémentarité parce qu'on ne peut pas faire sans les technologies de pointe et notamment américaines. Je termine juste en disant qu'aujourd'hui, on a donc 10 000 plateformes en ligne qui opèrent sur le marché européen du numérique. Quelques-unes dominent outrageusement. Il s'agit donc peut-être de jouer sur la coopération, d'abord en réintroduisant, on l'a compris, des acteurs européens, mais également, et là j'évoquerai simplement le Digital Services Act en 30 secondes, en disant que il me semble que c'est une bonne illustration de cette tendance à la coopération, parce que le Digital Services Act, il a pour objet de créer une sorte de complémentarité entre le rôle des États, des autorités publiques, et puis celui des plateformes, puisque désormais, les plateformes, certes, gardent une responsabilité limitée, elles ne sont pas responsables des contenus qui sont exprimés. En revanche, elles sont responsables si elles ne le retirent pas alors qu'on a signalé qu'elles étaient haineuses, dangereuses, illégales, ou clairement fausses et erronées. Et donc, ces plateformes vont devoir coopérer avec des signaleurs de confiance, vont devoir remplir des obligations de transparence, vont devoir faire la lumière sur certaines utilisations des algorithmes, vont devoir désigner un représentant
légale dans les pays de l'Union européenne. Et donc, on attend d'eux une coopération qui semble une voie d'avenir. Alors, j'en termine en disant qu'entre la concurrence qui est perdue d'avance d'une certaine façon, je suis peut-être un peu pessimiste de le dire ainsi, et la soumission qui n'a que trop duré, ou du moins l'attentisme qui n'avait que trop duré jusqu'à des réactions récentes très ambitieuses, je dirais que finalement les trois mots-clés, pour moi, quand on parle de troisième voie, s'agissant de l'Union européenne en matière numérique, ce serait la réaffirmation que l'on sent très nettement ces années, la régulation, qui est quand même un maître mot de l'approche européenne des questions numériques. Et enfin, la notion de coopération, qui me semble une voie peut-être plus productive que d'autres qui avaient été privilégiées jusqu'à maintenant. Je vous remercie de votre attention. J'espère ne pas avoir été trop longue. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, M. Kleiner, on vous a fait plusieurs appels du pied, direct ou indirect, donc je vous passe directement la parole. Merci beaucoup. Et donc, en effet, Thibaut Kleiner, moi, je suis directeur au sein de la DG Connect, qui est en fait une sorte de ministère qui s'occupe aussi de toutes les questions numériques, c'est-à-dire qu'on est impliqué aussi bien dans la production de réglementation que dans le financement de programmes de recherche et innovation, et aussi dans la mise en œuvre de tous ces éléments, surtout maintenant qu'on a le DMA-DSA, puisque c'est la commission de mettre en œuvre cette réglementation des plateformes. Donc, on a ces différentes casquettes. Et j'avoue que je suis très heureux de votre invitation. C'est toujours, pour moi, assez rafraîchissant en fait, d'écouter les interventions, parce que c'est vrai que moi, je suis un peu à la manœuvre, le nez dans le guidon pour produire toutes ces réglementations, ces initiatives industrielles, etc. Et c'est vraiment intéressant de voir le regard un peu qui a été porté un peu sur ces initiatives. Donc, je vais être un peu bref parce que je pense que ce serait dommage de ne pas laisser de temps aux questions-réponses. Et moi-même, je ne peux pas malheureusement rester trop tard non plus parce que j'ai une autre activité dans quelques minutes. Mais je voulais juste mettre en lumière quelques points aussi en réaction un peu à tout ce qui a été dit. Tout d'abord, pour dire un peu d'où on vient au niveau de l'Europe, de l'Union européenne, par rapport à tous ces développements sur le monde du numérique. Et c'est vrai que je pense pendant de nombreuses années, ça a été un peu négligé, en gros. Le numérique, les nouvelles technologies, etc. Il y avait une perception que c'était quelque chose qui se développait, mais que c'était un peu réservé, malgré tout, à un secteur particulier dans les nouvelles technologies, et que ce n'était pas très grave si on n'avait pas forcément de champions, même si on en a quelques-uns, mais ce n'était pas très grave si on n'avait pas de champions dans le numérique, parce que c'était un secteur comme un autre, et donc on achetait des services numériques à IBM, et en échange, on vendait des voitures ou des avions. Ce n'était pas considéré comme étant quelque chose qui était problématique, c'était juste un secteur, le secteur des technologies. Et de même, on était des consommateurs de tous ces éléments. On avait des Nokia il y a 25 ans, après ça a disparu, et on a plus des téléphones chinois ou américains, mais après tout, ce n'était pas forcément perçu comme étant là aussi quelque chose qui était un grand problème. On consommait des choses qui étaient innovantes, qui étaient très utiles pour les consommateurs. Cette vision a fortement changé depuis, en effet, 5 à 10 ans. Et ça s'est accéléré vraiment avec la crise du Covid et aussi la guerre en Ukraine qui a renforcé, là aussi, les mêmes tendances. Premier élément, prise de conscience, c'est que finalement, la technologie, ce n'est pas neutre. Si vous entrez sur un site Internet et qui vous demande est-ce que vous êtes d'accord, oui ou non, de partager vos données et que vous dites non, eh bien, quelquefois, vous ne pouvez pas l'utiliser parce que c'est la base économique du fonctionnement de ce programme ou de ce service. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le programme n'a pas été conçu pour avoir une option de protéger votre vie privée, eh ben, en gros, ou bien vous vous conformez, ou bien vous ne pouvez pas l'utiliser. De la même manière, dans l'intelligence artificielle, si la technologie n'est pas conçue
pour protéger à la fois le copyright, c'est-à-dire on sait d'où viennent les données qui ont été utilisées pour nourrir le système d'intelligence artificielle, ni éléments aussi pour protéger les droits humains, pas seulement la vie privée, mais la dignité, etc., etc., la valeur de la vérité de ce qui est présenté comme information. Eh bien, si la technologie n'est pas conçue pour le faire, ben, on ne pourra pas avoir de résultat qui sera conforme à nos attentes. Donc ça, c'est vraiment un élément essentiel, c'est que la technologie n'est pas neutre. Et si on est juste des consommateurs qui achetons des technologies sans essayer ni de les comprendre, ni de les influencer, eh bien, ça a un impact qui est énorme, finalement, sur notre société. Et c'est ça que aussi les politiques ont dit. C'est pas normal que les termes de référence des grandes plateformes, finalement, ont un impact plus important sur la vie quotidienne de beaucoup quand ils sont sur les réseaux sociaux que le droit national ou européen. Et donc, il y a eu vraiment une prise de conscience à la fois de l'importance qu'ont pris ces technologies en termes de technologie, mais aussi en termes d'impact sur la société. Les réseaux sociaux, on l'a vu, hein, l'impact des réseaux sociaux sur le Brexit, sur les élections, même récemment, ce qui se passe en Turquie, on le voit, la propagande russe a un impact, elle fonctionne. Ça se passe aussi durant la crise Covid. Hein. En France, c'est établi que les réseaux sociaux et la négation des impacts sur les vaccins ont été efficaces. Ça a eu un impact très concret. Donc on voit que tout ceci conduit à une situation où l'Europe doit avoir une voix, justement, parce que si on ne prend pas la mesure de ces phénomènes, mais en gros, notre société, les fondements de notre société peuvent être balayés à la fois par des technologies et des systèmes numériques qui, finalement, conditionnent une grande partie de qui nous sommes, comment nous interagissons et comment nous pouvons réaliser nos libertés citoyennes. Le deuxième élément qu'il y a eu comme réalisation, c'est que un grand marché européen qui peut-être peut nous permettre d'établir des normes, et puis je vais brièvement juste lister et donner la liste un petit peu des initiatives réglementaires qu'on a prises au niveau de la Commission européenne. Une approche simplement de marché qu'on essaye de réguler, ce n'est pas suffisant. Parce que, comme le disait aussi Madame Turc, d'une certaine manière, si nous-mêmes, en tant qu'Européens, nous n'avons pas les technologies, les services, les produits numériques, eh bien, on n'a rien à dire, finalement. C'est de nouveau, c'est le même choix. Vous l'utilisez, oui, donc, d'une certaine manière, vous soumettez aux conditions d'usage, ou bien, si vous n'avez rien d'autre comme alternative, eh ben, vous ne pouvez pas utiliser l'aspect numérique. Et donc, ça aussi, on l'a vu fortement avec la crise du Covid et autres, cette dépendance de l'Europe par rapport à des technologies numériques est un risque, non seulement en termes de compétitivité, mais en termes véritablement de notre capacité à conduire notre propre destin comme on le souhaite. Et donc tout ça, quelles ont été les conséquences? Depuis 5 ans, on voit se développer au niveau de la Commission une approche que je qualifierais presque de constitutionnelle par rapport à la transformation numérique. Et l'idée, c'est vraiment, et j'ai un diagramme là, que j'utilise quelquefois pour expliquer ça, qui est en forme de pyramide, où véritablement, on a mis au sommet ces valeurs européennes, ces droits et principes du numérique qui ont été mentionnés préalablement, et qui sont finalement notre promesse aux citoyens, de dire, ce n'est pas la technologie qui décide, c'est on met les gens, les individus, les personnes au cœur de cette transformation numérique. Il faut que la technologie serve la société et non pas que nous soyons prisonniers des technologies sur lesquelles nous n'aurions pas de prise. De la même manière, à travers cette déclaration, on a vraiment mis en avant le fait qu'il faut préserver ces libertés essentielles en ligne comme dans la vie réelle, si on peut dire. Ce qui veut dire aussi que, et on avait des résultats très surprenants presque, quand on a fait des sondages de population, plus de 50% des Européens qu'on avait interrogés dans notre Eurobaromètre pensaient que s'il leur arrive quelque chose en ligne, ils ne peuvent rien faire, qu'il n'y a pas de voie de recours, qu'il n'y a pas de droit qui s'applique. Donc en gros, que l'univers numérique, c'était une zone de non-droit, une sorte de Far West, où si on se fait attraper par des
des arnaques, on ne peut rien faire, ou si on se fait harceler, on ne peut rien faire, etc., etc. Donc il y a un besoin là aussi de remettre je dirais le droit et la société au sein véritablement de l'espace numérique. Et c'est là encore quelque chose qui a guidé fortement notre projet en termes de réglementation. Et Thierry Breton a été vraiment le commissaire français à la manœuvre, si je puis dire. Et c'était intéressant de voir durant la présidence française une accélération aussi sur cet agenda, puisqu'on a réussi à adopter des textes vraiment majeurs sur la réglementation des plateformes, mais aussi d'aller de l'avant sur la cybersécurité, qui là aussi est un souci majeur de nos concitoyens, parce qu'ils ont peur, même quelquefois, d'aller sur Internet, d'utiliser des outils numériques. Donc il y a ce besoin de traiter de ces questions, de remettre finalement, de redonner un rôle au gouvernement, mais comme ça a été dit, de le faire d'une manière européenne, c'est-à-dire en ayant des contre-pouvoirs. Ce n'est pas l'État seul qui s'impose sur cette technologie, c'est plutôt un partenariat, je dirais, à travers de la transparence et de la responsabilisation des acteurs du numérique, en effet, pour éviter de tuer l'innovation. Et le dernier point que je voulais faire, c'est justement que tout ceci ne fonctionne que si nous développons notre propre capacité numérique. Et ça, c'est vraiment une prise de conscience essentielle. On l'a vu quand les usines automobiles ou qui produisaient des machines à laver ont dû s'arrêter durant la crise, la pandémie, puisqu'il n'y avait plus de puces électroniques. Elles étaient arrêtées en Chine où les travailleurs étaient enfermés pour des raisons de Covid, etc. Donc tout d'un coup, on s'est rendu compte que ces éléments essentiels à notre appareil productif, eh bien, on ne les produit pas. Et par hasard, il se trouve que si on n'en a pas, on doit arrêter nos activités industrielles. Donc c'est pour ça qu'on a mis en avant ce fameux CHIPS Act, donc pour la microélectronique, pour essayer de redonner non seulement une capacité de recherche à l'Europe, qui en a encore, on a parmi les meilleurs laboratoires dans ce domaine, mais on n'a pas de capacité de production suffisante. Et donc voilà, c'est un peu, il y a eu cette brillante idée de faire des fabless il y a quelques années, de dire on va se concentrer sur la partie noble de l'industrie, on fait que de la conception et on produira ailleurs. Eh bien non, il se trouve que c'était une erreur fondamentale et qu'en réalité, si on n'a pas d'usine finalement, si on n'a pas d'usine de production, eh bien, on est dépendant et c'est quelque chose qui va être changé. Donc, si je déroule tout ça, finalement, on a un agenda assez complet qui émerge de ces 10 dernières années au niveau de l'Union européenne. Et en effet, comme ça a été dit, on se voit souvent comme étant en position, je dirais, avancée sur ces questions. Et donc, moi, je travaille aussi beaucoup avec des partenaires internationaux. On voit qu'il y a une envie d'Europe, si je peux dire. Parce que les gens comprennent que nous avons fait ça de manière très transparente, en étant très clair justement sur cette idée que nous voulions non seulement réguler dans un but positif, mais aussi organiser notre espace numérique pour redonner un petit peu de la souveraineté à notre économie. C'est des choses qui sont très fortement partagées dans le reste du monde en réalité, et c'est seulement parce qu'il y a des régimes autocratiques ou parce que la démocratie américaine est engluée dans un système où finalement le pouvoir économique l'emporte et donc ça leur empêche totalement de légiférer. Ils le font au niveau des États confédérés, mais ils n'arrivent pas à le faire au niveau fédéral du gouvernement américain. Tout ceci fait que nous avons maintenant, je pense, une panoplie globale au niveau européen pour non seulement porter notre voix, mais aussi pour tracer notre voie d'une manière beaucoup plus positive et regagner cette souveraineté et ces capacités aussi de prospérité pour nos enfants. Donc, si je fais juste la liste, les données, en effet, ça a été dit, l'intelligence artificielle, tout ce qui est réglementation des plateformes, mais aussi la cybersécurité et, ne l'oublions pas, tout ce qui est liberté des médias, audiovisuel, copyright. Donc, tout ceci, c'est vraiment les grands piliers réglementaires qu'on a mis en avant depuis 5-6 ans. Et en parallèle à ceci, on a pris aussi des initiatives industrielles. Donc, je l'ai mentionné, CHIPS Act sur la microélectronique, mais aussi sur le cloud, une stratégie sur les technologies quantiques qui est en train d'être mise en place. Sur la robotique, l'intelligence artificielle, là aussi, on a pris des initiatives majeures.
On est leader encore aujourd'hui sur les technologies 5G, 6G, et on compte le rester grâce à des investissements importants. Mais aujourd'hui, on met en avant les nouvelles technologies dans les mondes virtuels, par exemple, le métaverse, et aussi tout ce qui est l'identité numérique, la cryptographie et les capacités cyber. Donc tout ceci, je dirais, c'est deux aspects, à la fois réglementation et politique industrielle, sont finalement les leviers essentiels et complémentaires pour que l'Europe non seulement puisse porter sa voix, mais aussi tracer sa voie vers un avenir numérique plus serein. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire comme première remarque et ou question à vos confrères, collègues? Merci pour ces éclairages surtout, et c'était tout à fait intéressant. Donc, moi, la question que je me pose, est-ce qu'il y a une souveraineté numérique des Européens? C'est une question pour moi ou c'est… Pour les deux, c'est pas… Sinon, vous souhaitez commencer? Je veux bien commencer. C'est une question qui est en effet qu'on a souvent, parce que cette terminologie souveraineté est un peu quelquefois controversée, on va dire. Mais je pense que tout comme aujourd'hui, on voit même quelque chose qui était impensable il y a quelque temps, c'est-à-dire que l'Union se dote de capacités militaires, on voit que, en effet, il y a cette prise de conscience que finalement nous sommes une sorte de modèle aussi sur le numérique, et que à travers ce que je décrivais, c'est à la fois un corpus réglementaire, mais aussi des initiatives industrielles, finalement, nous avons des leviers qui se rapprochent tout à fait des leviers de souveraineté nationale. Et aussi, ce qu'on voit, c'est qu'on commence à avoir quelques champions quand même. Il nous en faut plus. Mais ce qui est intéressant, dernièrement, on a dans la microélectronique des entreprises comme ASML, finalement, est un leader mondial. Donc, c'est un des fournisseurs qui permet de faire de la lithographie, qui est essentielle pour produire des puces électroniques. On en a dans d'autres domaines. Et je dirais que ce qui est intéressant, c'est qu'on passe d'une logique qui est purement de champions nationaux à une logique de champions européens. Et je pense que c'est cette transition qui va véritablement nous rendre capables d'avoir cette souveraineté numérique si on raisonne en européen avant de raisonner en français, en allemand, en espagnol. Et je crois qu'on y est. Et dans mes activités, c'est ça que j'ai essayé de mettre en avant dans nos programmes, par exemple, sur la relance, à travers le concept de projet multi-pays. Donc, c'est ça qu'on met en avant aujourd'hui, de dire, voilà, si on veut être concurrentiel dans le secteur numérique, la taille est un facteur essentiel. Donc, ça ne sert à rien de se penser nationaux. Il faut, dès le début, avoir une dimension pan-européenne, parce que sinon, tout simplement, on ne sera pas capable de lutter contre des chat GPT ou autres. Et on le voit d'ailleurs, on a un champion Bloom en France, on en a un en Allemagne, on en a en Finlande. Ils ont des algorithmes qui sont aussi bons que les algorithmes des Américains, mais ils sont trop petits. Et ça veut dire quoi? Ils n'ont pas de capacité de calcul comme IBM, Microsoft ou Google peuvent le fournir, et ils n'ont pas de capacité d'acheter les bases de données qu'ont ces géants. Donc voilà, c'est un exemple comme un autre où on voit qu'on a du talent, mais on est trop petit, et résultat, on perd la course industrielle. En fait, il faut une véritable politique industrielle européenne du numérique. Tout à fait. Je pense que c'est ça qui vraiment va rendre évident cette souveraineté numérique, parce qu'on aura des entreprises auxquelles on pourra tous s'identifier comme étant les nôtres, tout comme finalement les gens s'identifient à des marques américaines ou chinoises. Vous évoquiez tout à l'heure l'idée que nous sommes un modèle pour le monde en matière de régulation, c'est cela? Écoutez, c'est vraiment mon expérience très concrète, dans le sens où quand je parle avec l'Amérique du Sud, ce matin j'intervenais dans un colloque en ligne vis-à-vis de la Thaïlande, quand on parle aux Africains même à l'ONU, quand on parle, ils sont en train d'avoir un projet sur un compact global sur le numérique. En réalité, les gens nous disent, l'Europe, vous avez le bon équilibre. C'est-à-dire vous voulez réguler, mais sans tuer l'innovation, et vous essayez d'avoir cette approche un peu de partenariat aussi que Madame Turc soulignait.
c'est quelque chose que le monde pense être raisonnable et je pense voudrait bien importer. Comme toujours en Europe, on a le problème que c'est assez compliqué, notre réglementation. Donc, ils nous disent aussi, oui, on est d'accord avec vous, mais c'est compliqué, là. Ça prend du temps d'analyser en détail ce que vous faites. Et en même temps, ils ont peur que ça nuise au développement des plateformes ou l'installation des acteurs américains ou chinois. Donc, on a encore un peu de travail, mais vraiment, il y a cette appétence d'Europe, je dirais, en termes de positionnement et de voie médiane. On fait bien de faire une conférence sur cette thématique parce qu'au fond, nous ne savons pas suffisamment que les autres nous regardent en tant que bons régulateurs. On le sait très peu, on le sait pas beaucoup. Vous le savez parce que vous travaillez sur ce sujet, mais on sait peu que cet espace de régulation est observé par les autres de manière positive. Non, tout à fait. Et ce qui est intéressant, parce qu'on dit beaucoup que l'Europe est incompréhensible ou difficile à analyser. Moi, j'ai une conversation fascinante avec des interlocuteurs japonais, par exemple, qui me disaient « Vous n'avez pas idée, parce que votre système, ce qui est super, c'est qu'en fait, on peut suivre pas à pas comment vous évoluez dans votre rédaction de la législation. Parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a une proposition souvent de la Commission qui est tout à fait transparente. Et puis après, c'est discuté au Conseil, c'est discuté au Parlement. Et après, c'est discuté entre ces trois institutions. Et tous les amendements sont tout à fait publics, etc. Donc, c'était très intéressant parce que cet interlocuteur japonais me disait, pour vous c'est génial parce que on n'a qu'à suivre les étapes de vos discussions et on comprend pourquoi vous faites des changements et d'où ça vient, etc. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va tout copier, mais pour nous, c'est un fantastique exercice didactique de transparence. Donc, je dirais que c'est intéressant parce que je ne suis pas sûr que tous les Européens se rendent compte à quel point nous sommes transparents dans notre manière de produire de la législation. Madame Diop, vous voulez ajouter quelque chose, vous préciser? Oui, je veux bien juste réagir par rapport aux deux questions qui ont été posées et puis à ce qu'a dit M. Kleiner rapidement, puisque j'ai déjà beaucoup parlé tout à l'heure, mais s'agissant de la souveraineté, est-ce qu'il y a une souveraineté numérique? Je pense que d'abord, qu'est-ce que la souveraineté? Et je me risquerais une définition qui consisterait à dire que finalement, ça renvoie à la capacité à décider pour soi-même dans l'espace numérique. À partir de là, on s'intéresse soit à la souveraineté numérique des États, sont-ils, donc à l'échelle nationale, en situation de décider par eux-mêmes dans l'espace numérique, de défendre leurs intérêts, leurs citoyens, de défendre leur conception, leurs lois. Ou alors on envisage la souveraineté des utilisateurs, c'est-à-dire est-ce que chacun des utilisateurs, chacun des citoyens, à son échelle, a cette fraction de souveraineté qui lui permet de s'autodéterminer, de s'auto-gouverner, de conserver la maîtrise de ses données. Ou alors, évidemment, on se réfère au pouvoir et aux moyens de commander et de se faire obéir dans l'espace numérique. Et dans ce cas-là, c'est à l'échelon européen qu'il faut se positionner. Et dans ce cas-là, évidemment, sur le terrain juridique, on a une difficulté parce que la souveraineté, elle est étatique traditionnellement, et donc parler de souveraineté numérique, c'est déjà extrapolé, et plutôt envisager cela sous l'angle de ce pouvoir qu'aurait donc l'Union européenne, parce qu'à l'échelle nationale, c'est sans doute pas raisonnable, de pouvoir donc parler d'égal à égal, ou en tout cas de pouvoir poser sa voix, de pouvoir se faire entendre, pourquoi pas se faire obéir d'une partie des utilisateurs, ou en tout cas d'avoir un pouvoir de se faire respecter et de définir et de conserver la maîtrise, là encore, des règles qui sont applicables sur le territoire européen. Alors ça pose la question, la souveraineté numérique, ça pose la question des acteurs. Quels sont les acteurs qui peuvent prétendre à exercer un pouvoir ainsi de détermination des règles? C'est la question de l'échelon. Je crois que l'échelon, on l'a bien dit, c'est plus l'échelon national, c'est sans doute l'échelon continental, en l'occurrence de l'Europe, et on a la chance d'avoir l'Union européenne bien organisée juridiquement pour défendre ses positions. Et puis c'est la question des moyens. Et là, on y a insisté, les moyens, c'est évidemment des moyens juridiques. On a évoqué les réglementations tout à l'heure. Ce sont les moyens industriels et technologiques, et on n'y revient pas. Vous évoquez le Japon. Moi, j'étais justement il y a un mois au Japon pour justement discuter de ces questions, des rapports entre États et plateformes, avec des collègues de l'université de Keio, en l'occurrence, qui sont spécialisés sur ces questions et qui étaient, alors moi, j'avais trouvé extrêmement intéressant la discussion avec les Japonais, parce qu'eux étaient à la fois très attentifs et puis très surpris de la conception que nous avions justement de ces questions de souveraineté numérique.
parce qu'eux nous disaient, me disaient, en l'occurrence, on avait eu d'abord des visioconférences à plusieurs reprises, ils disaient, mais curieux cette façon en fait de vous confronter, en fait, cette façon presque de vous défendre par rapport aux États-Unis, quand on sait que les États-Unis sont quand même l'État qui garantit la liberté à l'échelle mondiale. Et évidemment, il y a des relations particulières entre le Japon et les États-Unis, des relations extrêmement fortes, et les Japonais m'expliquaient qu'en réalité, pour eux, l'espace numérique tel que, en quelque sorte, gouverné par les États-Unis, c'était pour eux la garantie que les États ne se mêlent pas et ne remettent pas en cause. C'est une garantie de liberté en réalité pour les populations qui préfèrent en quelque sorte être assujetties à un certain nombre d'entreprises, on va dire, qui véhiculent des valeurs libérales à l'échelle mondiale, que de risquer de tomber entre les mains d'autres acteurs qui les inquiètent davantage, et notamment les États autoritaires. En l'occurrence, eux avaient une conception de ces sujets qui renvoyait véritablement à la coopération. Et ils comparaient d'ailleurs de façon extrêmement intéressante à mon sens la réflexion qu'on a eue sur la laïcité en France, c'est-à-dire la façon dont pendant des siècles, l'État a eu du mal à s'imposer face à un autre type de pouvoir, qui est le pouvoir spirituel, le pouvoir temporel face au pouvoir spirituel, et que finalement aujourd'hui on aurait un petit peu les mêmes logiques de confrontation entre les États et d'autres formes de pouvoir, en l'occurrence plutôt économiques, ceux des GAFAM. Voilà, pour dire qu'on a des conceptions assez différentes de ces sujets selon les continents, et que l'approche européenne inspire beaucoup et interroge beaucoup certains à l'autre bout de la Terre. Question? Oui, mais ce serait une question de Béotien, mais lorsqu'on veut, en tant que consommateur, là, par exemple, j'ai à côté de moi un ordinateur qui permet à cette séance de fonctionner. Je voudrais d'abord commencer par vous dire un grand merci à tous les deux exposés, parce que c'était vraiment extrêmement intéressant. Alors, merci beaucoup. Et lorsque, en tant que consommateur, nous voulons acheter un téléphone intelligent ou un ordinateur portable ou pas portable, tout à l'heure, l'un de vous deux a dit c'est la Chine ou les États-Unis, mais je me demande même si, quand c'est les États-Unis, c'est fabriqué en Chine aussi, si j'ai bien compris. Est-ce qu'il y a des possibilités, est-ce qu'il y a quelque chose en Europe, une amorce de fabrication de ces objets extrêmement courants là maintenant? C'est-à-dire où on pourrait se dire il y a peut-être des parties de l'objet qui sont fabriquées en Chine, mais c'est par exemple assemblé en Europe, ou en tout cas la phase européenne est déterminante. Est-ce qu'il y a là un frémissement, est-ce qu'il y a un commencement d'une industrie européenne pour les ordinateurs ou pour les smartphones? On avait mis Isel quand même. Je vais en profiter pour poser une seconde question qui est dans la continuité de celle-ci qu'on avait reçue il y a quelques jours. J'en profite, tant ISPEC, Europe Direct, on travaille beaucoup avec les citoyens sur les questions liées à l'Europe. Et justement, on nous avait demandé si, à défaut de pouvoir lutter sur les questions du logiciel, l'Europe ne pouvait pas se concentrer sur le hardware, donc sur les aspects matériels, pour avoir plus une chance de lutter notamment au niveau de la taille et la quantité des serveurs. Merci. Si, Monsieur Kleiner, si vous souhaitez commencer. Oui, bah, écoutez, avec plaisir. Je pense que c'est vraiment une question de bon sens et qui est tout à fait pertinente. Si tout est fait en Chine, évidemment, c'est difficile d'avoir même l'idée qu'on puisse avoir une influence sur cette réalité numérique. Et c'est un petit peu ça que je disais aussi, c'est-à-dire qu'on peut faire autant de réglementations qu'on veut. La réalité est que si on n'a pas nous-mêmes une capacité technologique, eh bien, notre capacité d'influence va fortement être diminuée, parce qu'il y a tout simplement, il n'y aura pas d'alternative. Ce sera à prendre ou à laisser. Par rapport à la production d'outils ou de produits numériques, on en fait aussi un petit peu en Europe, mais c'est vrai que sur la chaîne de valeur, en Belgique, là où moi j'habite, il y a une entreprise qui s'appelle Fairphone, qui est très originale parce qu'ils font des téléphones mobiles qui ont la particularité d'être totalement recyclables. Et donc, ils ont un produit de niche, ils ne représentent pas une part de marché très importante, mais quand même, les composantes technologiques sont là. Donc, on peut tout à fait faire des smartphones en Europe. C'est juste que les entreprises aujourd'hui préfèrent optimiser à la fois leur chaîne de valeur et leurs bénéfices,
Et que donc, comme Apple conçoit ses téléphones en Californie, comme c'est écrit sur son produit, mais les fabrique en réalité en Chine, avec tout un tas de composants, certains viennent d'Europe. D'ailleurs, il faut savoir que on est leader sur certains des composants, par exemple les vitres, viennent je ne sais pas comment on appelle ça, le verre des téléphones mobiles est souvent fait en Europe, les caméras aussi, mais les chaînes de valeur sont extrêmement compliquées. Il y a des milliers de composants qui sont assemblés ensuite, au final, en Chine et de plus en plus en Inde d'ailleurs, et au Vietnam. C'est les nouvelles usines un peu d'Asie du Sud-Est, justement pour contrer le poids de la Chine et qui devient trop fort, même pour des entreprises comme Apple. Donc, on fait des choses en Europe, on a des technologies, et on peut aussi, s'il le faut, et c'est un petit peu ça la portée de notre initiative sur les microprocesseurs, c'est d'avoir la capacité d'augmenter notre part de marché. Donc, on a une cible de 20% de part de marché mondiale sur la microélectronique, qui finalement est la base de tous ces ordinateurs. Un ordinateur, c'est essentiellement une puce électronique avec un clavier et d'autres composants qui ne sont pas si difficiles à se procurer parce qu'il y a plusieurs fournisseurs. Mais les puces les plus avancées, par contre, on en fait en Europe. On a ST Micro et autour de Grenoble, il y a une véritable expertise dans ce secteur, hein, il faut le dire, mondial, avec aussi les centres de recherche parmi les meilleurs européens. Donc, on a des capacités, mais les choix n'ont pas été faits de produire en Europe. Et c'est ça qu'on essaye de changer aujourd'hui, de ramener des usines, de réindustrialiser finalement notre continent. Je voulais faire une question concernant un aspect global. C'est-à-dire que maintenant, on sait que les entreprises sont plutôt multinationales. Donc, des fois, ils sont aussi bien européennes qu'américaines ou d'ailleurs. Alors, à ce niveau-là, comment on peut parler de quelque chose d'entièrement européen ou américain ou japonais ou chinois, etc. Parce que l'Internet, il paraît, qui a fait que le monde est globalisé, hein, et que maintenant on parle d'un village Internet. Voilà. Je verrai ces petites contradictions qui me semblent un peu difficiles. Est-ce qu'il faut plutôt aller vers une réglementation mondiale plutôt que seulement vers une réglementation européenne, etc. Merci. Alors, en faisant passer le micro, je propose peut-être à Olivier de commencer. Oui. Juste un mot, deux aspects. Sur le premier aspect, j'ai rien à dire de très précis, puisque c'est vrai que la plupart des gens utilisent un téléphone coréen, utilisent un moteur de recherche américain et utilisent un réseau social, pour les plus jeunes en tout cas chinois. C'est vrai que la question des composants s'ajoute à la question du lieu de l'assemblage, s'ajoute à la question de l'origine du logiciel, de la nationalité en quelque sorte du fournisseur d'accès, la question des lieux de stockage, la question de l'origine des applications. Donc il y a toute une échelle en quelque sorte sur laquelle l'Europe pourrait peut-être prendre des parts de marché. Et pour l'instant, en effet, bon, je crois qu'il n'y a pas, sur l'ensemble de ces niveaux que je viens d'énumérer, personnellement, parce que ce n'est pas du tout ma spécialité, je serais bien incapable de dire sur quel terrain, que ce soit l'assemblage, que ce soit les composants, que ce soit les logiciels, les applications, les centres de stockage, peut-être le centre de stockage. Je crois qu'on a obtenu, à l'échelle de l'Union européenne, d'obtenir quand même des data centers suffisamment implantés sur le territoire, parce qu'il y a 15 ans, ils étaient localisés surtout en dehors de l'Europe. Ce serait peut-être un terrain sur lequel on a réussi à récupérer, à relocaliser, mais je parle sous le contrôle de M. Kleiner. Sur la question du village global, et de cette contradiction que vous souleviez, monsieur, entre le fait à la fois d'être dans un monde par essence mondialisé, c'est toute la logique de l'espace numérique, et en même temps de vouloir comme ça réglementer État par État ou continent par continent. Vous avez raison, il y a une forme de contradiction, et je crois que c'est une vraie question de fond lorsque la Chine, lorsque l'Inde, lorsque la Corée du Nord, lorsque la Birmanie, lorsque la Russie décident de fermer en quelque sorte leur espace, leur portion en quelque sorte d'Internet, on va complètement à l'encontre du projet initial qui était tout le contraire. Je crois qu'en fait la gouvernance mondiale,
c'est un vieux rêve. Quand je dis vieux, c'est début des années 2000. Et je crois qu'on a assez rapidement compris que ça allait être ça allait être très compliqué. La question a été posée, hein. Il y a eu des sommets mondiaux où notamment les Russes, pour ne pas les citer, ou les Chinois demandaient à ce qu'on remette à plat, on fasse un traité sur la gouvernance mondiale des espaces numériques. Malheureusement, et encore plus aujourd'hui, on comprend à quel point les conceptions sont trop radicalement différentes pour espérer une gouvernance et un traité mondial sur ces questions. Peut-être je vais rapidement ajouter quelque chose, mais je dois malheureusement vous quitter dans quelques minutes. Et de nouveau, c'est une question tout à fait pertinente de dire, voilà, c'est quoi le niveau de réglementation. Mais avant ça, je voudrais quand même dire que ça existe, de cette manière, la nationalité d'une entreprise, oui ou non. Certes, il y a des chaînes de valeur mondiales, mais le pouvoir économique existe et il est localisé. Et quand on voit qui décide dans une entreprise, on peut très facilement identifier qui décide. Donc c'est pour ça que ce n'est pas la même chose d'avoir des plateformes qui déterminent les règles que d'avoir des autorités démocratiques qui sont soumises aussi à des contre-pouvoirs. Et c'est ça l'enjeu finalement aussi de la réglementation du numérique. C'est si on choisit le modèle américain, finalement, on renonce au contrôle démocratique. Et si on choisit le modèle chinois du tout État, eh ben, c'est de l'autocratie et donc on tue la liberté. Donc c'est pour ça que la voie européenne est importante parce que finalement, ça donne les responsabilités où elles doivent être et ça permet de préserver notre système démocratique et de donner aux décideurs politiques finalement le rôle qu'on leur a attribué dans la société. Donc, il y a quand même un pouvoir économique et au niveau européen, on l'a récemment aussi affirmé dans le sens où quand on parle de sécurité des clouds, eh bien, quelquefois, c'est quand même important d'avoir aussi un contrôle qui soit européen parce que sinon, la juridiction va être étrangère et donc ça permet l'accès à des données privilégiées d'entités qui sont sous contrôle d'un pays tiers. Donc ça existe quand même. Et même si l'Internet a été conçu par des universitaires vraiment d'une manière assez utopique au départ, et même si on a encore aujourd'hui une gouvernance de l'Internet basée sur le fameux système multi-stakeholder, c'est-à-dire que c'est en effet un système qui est parapublic, mais qui est vraiment par des entreprises et des organisations non gouvernementales qui régissent un petit peu tout ça, ça n'empêche que de plus en plus, il y a des barrières qui se sont érigées. La Chine est derrière un firewall. Les Chinois ne lisent pas les contenus européens ou américains. Ils ont leur propre propagande qui est totalement isolée du reste du monde. C'est ce que la Russie a fait aussi. C'est pour ça qu'ils tiennent aussi leur population dans une propagande totalement incroyable. Voilà, donc je voulais juste dire ça. Et je vous remercie encore de cette invitation. C'était pour moi extrêmement intéressant. Et donc, j'espère avoir l'occasion de vous voir et de participer à nouveau à vos événements. Monsieur Kleiner, une question d'une eurocrate retraitée revenue dans ces montagnes, une fausse naïveté. Est-ce que cette nécessité que nous avons de pouvoir lancer une politique industrielle dans ce domaine n'impliquerait pas qu'on revienne au niveau du GATT à des protections douanières plus sérieuses par rapport à ce que nous avons qui a amené à cette mondialisation avec des séquences dans le schéma de production qui a amené la situation actuelle? Je ne sais pas si c'est une remise en cause du GATT, mais je dirais que je vous inviterai à regarder la proposition de la Commission sur CBAM, comme on l'appelle, c'est-à-dire la taxe carbone. Finalement, la taxe carbone, c'est un peu ça, c'est-à-dire de dire on va faire entrer, quand on fait entrer des produits dans l'Union européenne, on va regarder leur bilan carbone. Et ça, c'est finalement une manière aussi d'affirmer au niveau du commerce mondial qu'il doit y avoir aussi une sorte d'équité par rapport à l'environnement et que ce n'est pas acceptable finalement que les produits les plus polluants bénéficient d'une sorte de rente privilégiée parce que
on ne prend pas en compte ce coût pour la société. Donc, je dirais qu'on va dans cette direction, même si aujourd'hui l'OMC et les autres organisations commerciales ont besoin un peu de plus de peps, si je puis dire, par rapport à leurs activités. Mais comme je disais, malheureusement, je dois vous quitter. Donc, c'est passionnant. Ça veut dire qu'il faudra refaire une séance. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci beaucoup. Oui. Bonne suite. Au revoir. Une autre question? Oui. Je profite d'avoir encore Pauline pour poser les dernières questions du public. Oui, ma question était peut-être plus pour M. Kleiner, mais on a très rapidement évoqué la stratégie par rapport à l'innovation. Et c'est là-dessus que je voulais poser une question. Qu'est-ce qu'il y a comme stratégie par rapport à l'innovation? Ou bien est-ce qu'on continue à suivre un peu les États-Unis? Pour une deuxième question tout de suite, je n'ai pas vu où elle était. Ah, monsieur. Hop, j'accours. Oui, c'est dans le prolongement de la question de la personne précédente. Il y a un point quand même très important, c'est bien de ramener les usines effectivement sur le continent, mais il faut faire très attention à un point, c'est que maintenant, on le voit avec la technologie par exemple de 5G, c'est dans le logiciel que tout se joue. C'était déjà vrai avant avec les systèmes d'exploitation, que ce soit ordinateur, portable, etc. Je ne vais pas aller trop dans la technique. Après aussi 12 ans de société de services en informatique, en intelligence artificielle. Mais c'est très très important de maîtriser le noyau logiciel. Avec la 5G, tout est dans le logiciel. C'est même, ça pose des tas de problèmes, je n'ai pas le temps de m'étendre. Mais si le développement, c'est simplement de ramener la production matérielle en Europe, on a perdu. Or, on n'a pas... Je ne sais pas quelle est la stratégie européenne en matière de logiciels libres, de systèmes d'exploitation ouverts et non pas fermés. Et en fait, si on déroule le fil technique, c'est totalement stratégique. Je ne vais pas cacher le fait que je pense qu'en effet, M. Kleiner aurait davantage pu répondre à ces questions manifestement posées par des personnes qui connaissent bien les aspects techniques, technologiques, stratégie industrielle. Donc, je me contenterai simplement de signaler que oui, en termes d'innovation, il y a quand même, je crois que ça a été indiqué tout à l'heure, une véritable politique relativement ambitieuse avec un plan d'investissement sur 8 ans maintenant. Enfin, c'était une décennie avec un certain nombre d'objectifs assez précis à la clé. Alors, vous avez évoqué la 5G, on a évoqué tout à l'heure l'intelligence artificielle sur lequel on a quand même des stratégies très ambitieuses. La création d'un ordinateur quantique, sur le quantique aussi, l'Union européenne se positionne. Sur la question d'un projet de législation aussi pour obtenir une indépendance de l'Union européenne en matière de matériaux, de matières premières critiques, la question des semi-conducteurs, etc. Donc, je pense que oui, il y a un réveil en matière d'innovation de l'Union et on peut espérer que ça portera ses fruits dans quelques années. Si vous me le permettez, juste en un instant, j'aurais simplement voulu attirer votre attention sur le fait que la question de gouvernance qu'on évoquait tout à l'heure, de gouvernance démocratique qu'évoquait M. Kleiner juste avant de se déconnecter, la question de la gouvernance multipartite, elle est quand même aussi centrale. C'est vrai qu'on s'intéresse assez peu finalement à ceux qui nous gouvernent, ceux qui gouvernent cet espace numérique, parce qu'au-delà des multinationales, ce système multipartite, il fait quand même intervenir d'autres acteurs, des ONG, des forums d'utilisateurs, l'Internet Governance Forum annuel, le W3C, l'ICANN, etc., les conseils de surveillance, etc. Et c'est vrai que autant on a passé des siècles à s'interroger sur les conditions dans lesquelles nos gouvernants étaient légitimes ou non à nous gouverner,
et à fixer les règles auxquelles nous obéissons. On leur a imposé d'être élus, d'être représentatifs, de nous rendre des comptes, d'être transparents dans l'exercice de leur mission. Et peut-être serait-il temps de se pencher sur la façon dont ceux qui gouvernent ces espaces numériques dans lesquels désormais nous développons l'ensemble de nos activités sont soumis ou non à ces obligations de transparence, de reddition des comptes, de représentativité aussi. L'ICANN, par exemple, en termes de représentativité, alors il y a eu beaucoup d'efforts de fait, puisqu'à l'origine, c'était quand même un organisme, c'est celui qui, bon, vous connaissez à quoi sert l'ICANN, mais il était complètement maîtrisé par les États-Unis. Et donc, le fait d'obtenir simplement qu'ils soient représentés les différentes États et régions du monde était déjà en soi un progrès. Je crois que voilà, les utilisateurs s'intéressent assez peu finalement à la question de savoir qui nous gouverne dans l'espace numérique, et il me semble que pour les publicistes, en tout cas, c'est une question majeure, et pour les citoyens aussi, en réalité. Parce qu'on se plaint de la représentativité et de l'action de nos gouvernants nationaux, alors qu'on sait bien qu'en réalité, ils ont une prise assez relative sur les événements, sur les faits, sur l'évolution des situations en ce qu'elles sont en lien avec le numérique. Et même, à la limite, les gouvernants européens sont encore limités dans leur marge de manœuvre parfois. Merci, parce que tu nous ouvres un thème d'une prochaine conférence qui gouverne le numérique. Et ça serait fort intéressant. En tous les cas, merci beaucoup de nous avoir éclairés. Merci beaucoup pour cet échange, pour cette invitation. C'est toujours un plaisir. Et merci beaucoup au public, hein, que je ne vois pas vraiment, mais que j'entends très bien, et dont je vois qu'il est composé beaucoup de spécialistes ou de gens qui ont beaucoup réfléchi à ces questions. Et donc, j'espère en effet qu'on aura l'occasion de prolonger. Donc, à une prochaine fois. Merci encore. Plaisir. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous.